En direct sur la chaîne française France 2 qui a diffusé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris, les présentateurs se sont permis des déclarations provocatrices à l'égard des athlètes azerbaïdjanais qui contredisent également l'esprit de l'olympisme dont les principaux idéaux sont des appels à la paix et à la fin des guerres et conflits. Tout d'abord, lors du passage de l'équipe arménienne, le journaliste français a déclaré comme suit. L'Arménie, bien sûr, nos amis arméniens, pays historiquement proche du cœur des Français, bien sûr. Ensuite, il a ajouté que 2023 a été une année marquée pour le peuple arménien par la chute du Haut-Karabakh aux mains de l'armée azerbaïdjanaise. Lors du passage de l'équipe azerbaïdjanaise, l'Azerbaïdjan était présenté comme république du Caucase en conflit territorial avec l'Arménie. Ce qui, d'évidence, contrastait fortement avec les déclarations du commentateur sur l'équipe arménienne. Ainsi, la chaîne de télévision française France 2 est devenue une plateforme de déclarations biaisées. De telles actions violent non seulement les principes fondamentaux des Jeux Olympiques, neutralité, paix et unité, non seulement elles remettent en question la réputation de la France comme l'un des principaux acteurs européens et internationaux, mais elles menacent également directement les intérêts nationaux de l'État français lui-même, car s'allier avec les terroristes arméniens aboutit toujours à l'effondrement de l'État. Le politologue azerbaïdjanais Fouad Akhundov prévient contre ce phénomène dans son article intitulé « Liaison dangereuse » publié dans les pages de la Gazette du Caucase. Les attaques françaises contre l'Azerbaïdjan ressemblent aujourd'hui à une colère due à l'impuissance. Le soutien que l'Azerbaïdjan apporte au mouvement anticolonial dans les territoires d'outre-mer français fait plus qu'énerver les autorités françaises. En fait, le modèle français est en train de s'effondrer, et les révoltes dans les colonies n'en sont que l'un des symptômes. La défaite écrasante du parti au pouvoir aux élections européennes, puis aux élections législatives, la dangereuse montée en popularité des ultranationalistes dirigés par Marine Le Pen, la dégradation des services publics, des services de renseignement et de la police, tout cela se conjugue en un seul nœud que les autorités françaises ne parviennent ni à démêler ni à trancher. Il est possible de procéder à une analyse détaillée des causes de la grave crise actuelle de la Ve République. Mais le flirt des autorités françaises avec l'élite nationaliste arménienne, avec le parti Dashnak Toutoun, n'est pas en dernière position. Mourad Papazian, le leader des Dashnak français, est aujourd'hui une figure influente à Paris. À travers ses rencontres fréquentes et régulières avec le président Emmanuel Macron, il exerce une influence majeure sur le palais de l'Élysée, dont il guide la politique en faveur des séparatistes arméniens. Ont-ils étudié sur les bords de la Seine comment se terminent les tentatives de s'unir avec les Dashnak demande Fouad Akhundov. Probablement que non. Nous devons donc vous rappeler que ce parti, qui considérait et considère toujours le terrorisme comme une méthode de lutte acceptable, a été utilisé depuis la fin du XIXe siècle comme un instrument de déstabilisation des pays où vivaient des Arméniens. Et le fait que les Arméniens, dans ces pays, vivaient de manière choyée et prospère, n'y a rien changé. En Turquie, par exemple, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Arméniens bénéficiaient d'un traitement privilégié et occupaient des postes à responsabilité. La tradition de tolérance religieuse de l'Empire ottoman leur permettait d'avoir leurs églises, leurs écoles, leurs patriarcats, de publier des journaux. Les hommes d'affaires arméniens contrôlaient le commerce et la banque. Cela n'a toutefois pas empêché les Dashnak de déclencher des campagnes de terreur contre leurs concitoyens musulmans et de provoquer des rébellions. Les pays de l'entente, y compris la Russie, utilisaient les terroristes arméniens pour déstabiliser l'Empire ottoman. Cela n'a pourtant pas protégé la Russie. Au début du XXe siècle, l'Empire a vacillé. Et les Dashnak, oubliant qu'ils avaient reçu des mains de l'Empire russe un véritable cadeau royal, des territoires confisqués aux Azerbaïdjanais, se sont empressés de se mettre au service des ennemis de la Russie. Il suffit de se rappeler l'action de l'attaché militaire du Japon, le colonel Motojiro Akashi, qui avait pour mission de soutenir les partis et mouvements capables de déstabiliser l'Empire de l'intérieur. À ce moment-là, les mouvements nationaux s'affermissaient déjà en Russie. Les indépendantistes finlandais dirigés par Konrad Chiliakus et les Dashnak ont accepté de collaborer avec les services de renseignement japonais. Akashi ne se contentait pas de soutenir seulement moralement les activistes nationalistes, il leur a fourni 25 000 fusils, 3 000 revolvers, des explosifs, des munitions. Tout cela a été chargé sur 2 navires et envoyé en Russie. Le bateau destiné à débarquer à Vyborg en mer Baltique a été intercepté par le contre-espionnage russe. Mais le navire Sirius, avec une autre cargaison d'armes, a atteint Poti, et les honorables correspondants du James Bond japonais ont finalement reçu le cadeau espéré. Ces armes ont été utilisées lors de la vague de terreur contre les fonctionnaires russes et la population azerbaïdjanaise du Caucase du Sud. Cette terreur a pris une ampleur considérable. C'est ainsi que les Dashnak ont assassiné le prince Nakashidze, vice-gouverneur de Bakou, et gravement blessé le prince Goletine entre autres. Les autorités russes ont été obligées d'interdire le Dashnak Toutoun, d'arrêter ses dirigeants et d'organiser en 1912 le procès des Dashnak où 850 victimes sont venues témoigner et 159 terroristes ont été condamnés. Mais il était déjà trop tard pour arrêter la désintégration de l'Empire. Dans les années 70-80, les Dashnak ont renoué avec le terrorisme, cette fois sur suggestion des services de renseignement soviétiques. Le terrorisme arménien est devenu un outil pour déstabiliser les pays occidentaux, y compris la France. Ils y ont commis des centaines d'attaques, y compris une tentative de faire exploser un avion civil en plein vol, une prise d'otage au consulat turc, etc. Les autorités de Paris en ont-elles tiré des leçons ? Hélas, non. Elles ont libéré de prison Baroudjan Garabedian, qui avait placé la bombe qui a explosé à l'aéroport d'Orly et non en vol, tuant donc seulement 8 personnes au lieu de plus de 100, et c'était le 23 avril, soit à la veille du jour du soi-disant génocide arménien.
En 1988, l'URSS était déjà en train de s'effondrer. Les Dachnaks en ont profité pour la frapper dans le dos. Dès le début du conflit du Karabakh, les secrétaires du comité central du Parti communiste soviétique, Razumovsky et Kerchenko, sont arrivés à Bakou et ont signalé l'urgence de réprimer l'activité des nationalistes arméniens, à défaut de quoi une réaction en chaîne commencerait dans toute l'Union. Mais l'entourage de Gorbatchev pensait différemment, convaincu que le conflit du Karabakh était le meilleur moyen de lier à Moscou à la fois Bakou et Erevan et d'obtenir un levier de pression sur les deux républiques, tout en démontrant du respect pour l'opinion du peuple, arménien bien évidemment. Mais il n'avait pas prévu que ces événements seraient suivis de très près par d'autres régions sensibles, en premier lieu dans les pays baltes, et que Bakou poserait la question de savoir pourquoi le pouvoir fédéral ne remplissait pas sa mission principale, qui était de garantir la légalité et l'ordre. Moins de 4 ans plus tard, l'URSS n'existait plus. Malgré cela, en France, c'est aujourd'hui la lune de miel entre les autorités et les Dachnaks. Voilà qu'à Évian, une statue de la poétesse azerbaïdjanaise Nahatavan est vandalisée, et les autorités françaises ne bougent pas d'un doigt contre cet acte pitoyable. À Marseille, une statue est érigée en l'honneur de terroristes arméniens, et les autorités françaises font comme si de rien n'était. Certes, il n'y a pas encore eu ces derniers temps de nouvel acte de terrorisme, mais quelque chose d'autre s'est produit. On n'aime pas trop en parler ouvertement, mais au sein de la hiérarchie politique des Dachnak Tutsun, on continue de soutenir avec les représentations et réalités des tournants des 19e et 20e siècles. Cette époque où les grandes puissances européennes se partageaient les terres des autres pays et se considéraient comme les arbitres du monde. Bien sûr, il est très gratifiant pour les politiciens français de faire ami-ami avec les Dachnaks, qui savent flatter l'ego de la majorité de la classe politique française, en soulignant que la France est l'avant-garde du monde civilisé, qu'elle a pour destin de guider celui des autres, qu'elle a une mission devant l'histoire. Les hommes d'État de l'époque, où cette appellation avait encore un sens, tels que François Mitterrand ou Jacques Chirac, ne se sont pas laissés duper. Mais Emmanuel Macron n'a pas cette stature. Il s'est imaginé qu'il était temps pour lui de rendre, à sa façon, à la France sa grandeur passée et de formuler des plans napoléoniens. En réalité, cela était une succession d'échecs. La France et ses rêves impériaux, confortés par les flatteries de Dachnak, croient pouvoir agir au XXIe siècle selon les schémas du XIXe. Le résultat est une bérésina. Au XXIe siècle, le colonialisme n'est plus acceptable, le néocolonialisme non plus. En conséquence, les positions de la France s'effondrent en Afrique, dans l'Atlantique, comme au Pacifique. La tension monte dans ces territoires ultramarins, mais aussi en Corse, en Bretagne, au Pays Basque. En somme, les Dachnaks se sont révélés être de ces amis qui nous dispensent d'avoir des ennemis. La responsabilité des conséquences de cette amitié contre nature incombe désormais à Emmanuel Macron, qui semble vouloir rendre des comptes aux Dachnaks plutôt qu'à l'Arménie et Pachinian lui-même. Les Français devraient une fois encore se souvenir que cajoler les terroristes arméniens a toujours mené à l'effondrement de l'État.